Bonjour Sarah. Bonjour Tania. Merci d'être venue présenter votre coup de cœur dans le cadre de la Semaine internationale du Nord-Ouest 2021. Qu'est-ce que vous nous présentez? Je vais te parler d'une auteure française qui vient de France. Je pense que c'est une jeune auteure. Le livre que j'ai lu, il me semble, c'est juste son deuxième livre. Elle s'appelle Sandrine Colette et le livre s'appelle « Et toujours les forêts ». Ça commence comme quelque chose d'assez social parce que c'est l'histoire de ce petit garçon qui n'a pas été voulu par sa mère, le père n'est pas là non plus, fait qu'il est transporté d'une famille à l'autre, sa mère l'emmène chez des amis ici et là, c'est un peu triste, puis finalement sa mère décide de l'emmener chez son arrière-grand-mère au petit garçon, et qui vit dans un petit village au milieu des forêts. Puis finalement, ça se stabilise un petit peu. La vie continue, il vit avec son arrière-grand-mère, tout va bien, il grandit, il décide d'aller à l'université à la ville. Et de là, un soir, pendant qu'il est en train de faire la fête avec ses amis sous terre, j'imagine que c'est comme un genre de galerie souterraine, peut-être un peu comme à Montréal, ce genre-là, ils entendent un énorme bruit. Et le lendemain, quand ils essayent d'aller voir ce qui s'est passé à la surface, tout a été détruit. On ne sait jamais dans le livre ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un accident atomique? Est-ce que c'était une comète? Est-ce que c'était une invasion extraterrestre? On n'a aucune idée de ce qui s'est passé, mais il n'y a plus rien. Il n'y a quasiment plus personne non plus, fait qu'ils sont parmi les rares survivants. Et donc ce jeune homme décide juste de retourner à pied, voir si son arrière-grand-mère a survécu à ça. Donc il recherche les forêts, il retourne vers les forêts. Et de là, ça devient quelque chose de post-apocalyptique, un petit peu. Et c'est toute sa vie, le reste de sa vie, finalement, ou du moins une bonne partie de sa vie, où la vie va recommencer. Aussi bien au niveau de la nature, parce que là, il n'y avait plus de soleil, il y avait un nuage de fumée, fait que le soleil passait plus, il y avait plus de vie, il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus rien, l'eau était même plus potable. Mais petit à petit, les choses reprennent doucement. Petit à petit, leur vie à eux aussi reprend. Fait que je suis pas d'habitude, c'est pas mon genre de livre, les choses terribles comme ça, post-apocalyptiques. Mais ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que c'était très réel. C'est quelque chose que on se dit, oui, ça pourrait arriver. Là, si jamais tout est détruit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est très ancré dans la réalité quand même. Et ça donne de l'espoir un petit peu parce que tout reprend. Ça peut prendre du temps, mais tout reprend. Fait que dans un temps de pandémie comme ça, qu'on n'avait jamais vécu avant, et ça commence à être long un petit peu, on se dit, éventuellement, les choses vont reprendre, puis ça va redevenir un semblant de normalité, là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. C'est un petit peu difficile à lire, c'est un petit peu sombre, mais c'est quand même très, très intéressant. Alors, c'est écrit par une auteure québécoise? Non, c'est une Française de Ok. France, ouais. J'ai fait la comparaison parce que il me semble pas qu'en France, il y a des souterrains où on peut aller. Là, ils font la fête sous terre, fait que ça m'a fait penser à, il me semble, à Montréal, il y a on peut aller faire les magasins sous la terre, fait que j'imagine que... Parce qu'on nous dit pas non plus où est-ce que ça se passe, ce livre. Il n'y a jamais de villes qui sont citées, c'est toujours la campagne, la ville. Fait que ça pourrait être situé un peu n'importe où, mais bon. J'avais envie de penser que c'était en France, vu que l'auteur était française. Vous savez, Sarah, moi aussi, quelque part, quand je lis présentement, je cherche l'espoir. et c'est ça. J'ai lu une autobiographie plutôt, par Malala Yousafzai, qu'elle a écrit avec la collaboration de Christina Lamb. Le titre du livre, Moi Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans, publié par Kalman Levy en 2013. Alors, Sarah, moi, j'ai plutôt cherché de l'espoir dans une biographie. Et ça, c'était une incroyable histoire. C'était la vie de Malala Yousafzai, plutôt. Vous avez entendu parler de Oui. Malala, c'est ça. Mais vraiment, j'ai jamais beaucoup lu sur l'occupation des talibans au Pakistan et j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. J'ai pas réalisé que Malala, née en 1997 dans un village Mingra dans le district de Swat, j'ai jamais réalisé jusqu'à quel point cette jeune fille mettait en risque sa vie
en allant à l'école. Mais c'est ça, elle était très encouragée par sa famille. Son père était directeur d'école. Elle était très, très encouragée dans la poursuite des connaissances. Elle était passionnée par ses études très jeune. C'était une jeune fille avec plein d'amis. Elle jouait avec ses frères. Elle travaillait fort à l'école, tout en sachant que les talibans qui occupaient son ville, que les talibans décourageaient les filles à aller à l'école, mais aussi les talibans étaient en train de détruire les écoles et tout. Elle allait à l'école dans un climat violent. Mais c'est ça. À un moment, vers, je pense, 2000, elle avait l'âge de peut-être 11-12 ans, BBC lui a invité de tenir une blog, mais avec une synonyme, de tenir un blog sur sa vie quotidienne à Swat. Et elle a accepté. Son blog est lu à travers le monde et éventuellement, évidemment, son identité comme auteur du blog était connue. À l'âge de 15 ans, en revenant d'une sortie scolaire, elle était sur une bus avec son ami. Il y a 2 talibans qui sont venus cagouiller et ils sont venus sur le bus, ils ont tiré sur Malala. Elle a pris un balle dans le cou et la tête et bien sûr, cet événement-là a changé son destin complètement. Et en lisant cette autobiographie, j'étais vraiment complètement surpris par le courage, mais juste par la force de la vie, comment une jeune fille peut survivre un tel événement et ensuite devenir une icône à l'échelle mondiale pour les droits à l'éducation des femmes. Je pense qu'elle a reçu le prix Nobel en 2017 aussi, et là, elle et son père, ils dirigent une fondation Malala. Mais c'est ça, il y a de l'espoir. On continue à lire, hein? Oui. Merci, Sarah. Merci, Tania.